Je ne suis pas celui qui t'apprendra à faire le plus d'argent. Il y en a d'autres qui y arriveront mieux que moi. Par contre, je suis celui qui t'apprendra peut-être à faire le plus d'argent en respectant le plus ton temps. C'est très important chez moi, l'investissement dans la pierre, et j'ai toujours fait ça. Et en fait, en 2016, quand j'ai craqué la deuxième fois, je me suis dit, mais en fait, entre tes expectations et la réalité, tu es en train de t'égarer complètement. Je suis passé d'une ère de je fais des choix par peur. J'avais très peur de vendre, de passer pour un peu un marchand de tapis. Aujourd'hui, je raisonne plus par peur, je raisonne par envie. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ce projet me fait vibrer? Est-ce que ça me fait kiffer? Toute ma croissance est organique. J'ai jamais payé une publicité, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur rien du tout. Et il n'y a jamais eu une page de vente. Bien sûr que la technique est importante pour faire tout ce qu'on fait. Mais quand on y réfléchit, c'est qu'une histoire de mindset, tu vois. Et moi, ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, c'est aussi un état mental où à un moment, je me suis dit, c'est possible. Je suis quelqu'un de bien, je le mérite. Je ne vais pas sacrifier ma vie à faire quelque chose que je déteste. Salut, c'est Antoine. Avant de commencer cette interview, je t'annonce que je t'ai préparé une mini formation gratuite qui s'appelle Comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires. C'est une formation de 56 minutes pour les coachs, les développeurs, les freelances, les formateurs. Si tu cherches un moyen d'arrêter de vendre ton temps et de t'affranchir des règles du salariat, cette formation va t'aider à te mettre sur les rails et à te lancer. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il te suffit d'entrer ton mail et je te l'envoie tout de suite. Je te laisse pour l'interview. On est avec Anthony aujourd'hui. Cette vidéo, c'est un peu un que sont-ils devenus. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2020, en août 2020. On était à Rocamadour. Tout à fait. Tu étais en vacances et moi en voyage. Je faisais un tour de France pour rencontrer des entrepreneurs libres comme toi. Et je t'avais rencontré et tu m'avais raconté ton histoire et beaucoup de gens avaient accroché puisque tu étais un ancien ingénieur un peu sous l'eau, toujours, tu avais fait 2 burn-out, tu travaillais comme un dingue, tu gérais des équipes et tout. Et au bout d'un moment, tu en as eu marre et tu t'es dit j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille. Et tu as fait de l'immobilier et avec l'argent, tu as pu arrêter ce boulot-là. Et ensuite, tu as lancé un business en ligne. À l'époque, tu générais, ça commençait tout juste à marcher, tu générais 2 000 euros par mois à peu près avec ton business en ligne. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais à 40 000 euros de chiffre d'affaires. J'aimerais que tu nous parles. Ça paraît fou, mais... C'est ouf, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette évolution et que tu commences peut-être par faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. C'était quoi ton histoire? Donc déjà, merci Antoine de me recevoir, ça me fait extrêmement plaisir de te revoir. Mon histoire, elle est on va dire, mouvementée et riche. Je suis, donc, comme tu le disais, ingénieur en génie physique au départ. Moi, j'ai fait des travaux publics. J'ai été salarié seulement 7 mois dans ma vie. J'avais essayé de travailler en usine et ça ne s'est pas très très bien passé. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Et je viens d'une famille d'entrepreneurs de travaux publics. Mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça avant lui. Mon père m'avait toujours dit « Ne viens pas dans mon métier, tu vas voir, c'est une vraie galère, il ne faut pas que tu viennes ici, c'est un piège. » Donc tu n'avais pas le père qui voulait que tu reprennes le truc, tu avais un père au moins prévenant qui t'a dit « Non, moi je me suis fait avoir, te fais pas avoir à ton tour. » Exactement. Mais tu sais, parfois, ce que dit la bouche et ce que dit tout le reste est un peu différent. Et j'ai l'impression que tout me conduisait ici. Et au bout de 7 mois dans mon usine, au bout de quelques mois dans mon usine, à un repas de famille, mon père me dit « J'ai envie de reprendre une société de travaux publics dans la région lyonnaise. Il faut que je cherche quelqu'un. » Et j'ai vu ça comme une opportunité. Je me suis dit « Écoute, après tout, ton grand-père faisait ça, ton père faisait ça. Vas-y. » Et on a trouvé une entreprise à vendre avec un entrepreneur qui partait à la retraite. On a racheté cette entreprise. J'ai démissionné de mon premier boulot et j'ai pris la direction de cette boîte à 25 ans, associé en famille avec mon père, ma tante, mes oncles. Et j'ai bossé là-bas avec mon cousin. Ça a été une expérience incroyable, à la fois riche humainement, parce que quand tu te retrouves à 25 ans, j'avais quand même un bagage d'ingénieur, mais à manager des vieux de la vieille, tu vois, des ouvriers du bâtiment et du travaux public, c'était pas évident. J'ai fait ça 12 ans. Ça m'a appris énormément de choses. C'est un métier où tu génères des gros chiffres d'affaires. Tu vois, ma plus belle année, c'est 8 millions d'euros en chiffre d'affaires. Je ne sais pas si je ferais 8 millions d'euros aujourd'hui dans mon business. Mais derrière, tu gères une grosse structure avec des salariés. Cette année-là, on a fait 100 000 euros de marge, tu vois, l'année des 8 millions. Donc, c'était pas facile et s'en est suivi 2 burn-out très chronophages. Tu vois, tu embauches le matin à 6h30. Le soir, tu pars, c'est 19h30. Combien il y a eu de temps entre les 2 burn-out? J'ai fait le premier en 2012, où vraiment je me suis rendu compte que, tu vois, à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle un LBO pour acheter cette société, un crédit à la banque sur 7 ans. Et j'ai acheté en 2007. Et derrière, on s'est tapé la crise des subprimes qui a eu des grosses répercussions en France et qui a fait que mon investissement sur 7 ans s'est transformé en investissement sur 11 ans. Et en fait, en 2012, j'ai eu vraiment la première réalisation où je me suis dit, en fait, tu n'y arriveras pas en 7 ans. Je voyais ça, moi, sur 7 ans, vendre la boîte, puis passer à autre chose.
Je me suis dit, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et craquage psychologique. Donc c'est compliqué comme situation parce que tu as l'impression un peu d'être enfermé dans un truc duquel tu peux pas sortir. Exactement. Il faut que tu termines le truc. Ouais. Et t'es un peu coincé par les dettes, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. On avait emprunté pour cette boîte 2,4 millions pour la payer. On avait 38 000 euros de crédit par mois. Et en fait, les premières années, ça a été, mais tu vois, rapidement, après 2008, 2009, ça a été beaucoup plus difficile. Donc, on a réétalé notre dette sur, au lieu de 7 ans, sur 11 ans. Et en fait, t'es caution perso là-dessus. Donc, il faut que tu rembourses, il faut que tu ailles au bout du truc. C'est pour ça que je dis toujours à mes coachés, aux gens que je croise, quand vous engagez dans quelque chose, réfléchissez toujours au coût pour en sortir. Ouais. Parce que là, le jour où j'ai signé ça, je ne m'étais pas rendu compte que je signais pour 11 ans. Et derrière, j'ai aménagé beaucoup de choses après ce burn-out qui, tu vois, je suis quand même allé au boulot, je n'avais pas le choix de toute façon. Hein. Ça a duré vraiment une après-midi, j'ai eu à craquer complètement. J'ai vu un Toubib à l'époque qui m'avait dit il faut prendre du temps pour vous. Comment ça se matérialise physiquement, mentalement? Je déménageais ma sœur ce jour-là. Moi, j'avais l'impression de sauver le monde, tu vois, au boulot, d'être un vrai guerrier, un vrai battant. Je me couchais les soirs en me disant, j'avais 35 salariés, je me disais, il y a 35 familles qui mangent grâce à toi. Et j'avais vraiment cet état d'esprit-là. Et en fait, un matin, on déménageait ma sœur et je suis parti, tu vois, aux toilettes pour pleurer. Et j'ai chialé toute la journée, mais sans pouvoir m'arrêter. Les gens me demandaient ce qui allait. Et même moi, je ne savais pas. Le dimanche a suivi, j'ai pleuré tout le dimanche. Et à l'époque, ma compagne, la mère de mes enfants, m'a dit « Je pense qu'il faut que tu ailles voir le docteur parce qu'à mon avis, tu craques nerveusement. Ouais. » Et le docteur m'a dit « Vous faites du surmenage. » Tu vois, c'est le mot français pour burn-out. Et moi, je me disais « Ouais, non, en fait, j'ai du boulot, il faut que j'y aille. Il n'y a pas le choix, quoi. Il faut rembourser cette dette, il faut y aller. » Donc ça s'est un peu traduit comme ça. Et il m'avait dit à l'époque « Prenez vos mercredis après-midi pour les passer avec vos enfants. Vous verrez, ça va déjà aller mieux. » Et j'ai appliqué son conseil, hein, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est pendant un temps aller mieux, jusqu'au deuxième burn-out en 2016, où là, je me suis dit, il faut vraiment que ça se stoppe, quoi. Donc le deuxième, ça a été le déclic qui t'a dit, il faut que je sorte de ce job et que j'ai plus de temps, plus de liberté dans ma vie. C'est exactement ça. Moi, tu sais, je viens de la campagne et nous, c'est très important chez moi l'investissement dans la pierre. Et j'ai toujours fait ça. Même depuis 2009, avec mes premiers salaires, j'avais emprunté pour un premier immeuble. J'ai fait ma résidence principale. À l'époque, une résidence secondaire, peut-être un peu trop grande, mais enfin bon, elle était là. Et chaque année, j'ai toujours investi, que ce soit, j'ai fait construire un autre immeuble après, toujours dans l'immobilier. Puis le fait d'être dans les travaux publics, c'est des métiers qui sont proches, le TP et le bâtiment. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Et en fait, en 2016, quand j'ai craqué la deuxième fois, et je passais mon temps au boulot, donc je me suis séparé de la mère de mes enfants. J'ai eu aussi des hernies cervicales. Ça a été mon premier vrai souci de santé, parce que toujours en voiture, tu vois, le coup baissé, ça m'a envoyé à l'hôpital, et ça a été très dur. J'ai mis 4 mois pour m'en sortir, j'ai fait de la kiné. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, j'avais une grande idée de la liberté, tu vois, et de la vie et de ce que je voulais faire. Quand j'avais fini mes études, j'étais parti vivre 1 an en Écosse et j'avais goûté à cette liberté-là. Je me suis dit, mais en fait, entre tu vois, tes expectations et la réalité, tu es en train de t'égarer complètement. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve une solution pour me sortir de cette nasse, en fait, de ça. Et à l'époque, je suis tombé sur les premières vidéos sur l'indépendance financière, sur la liberté et sur les tiennes. Hein. Il faut vraiment le dire, parce que je t'ai découvert à l'été 2016. Et ça m'avait vraiment inspiré, cette idée de la liberté. Puis bon, t'en parlais avec l'éloquence qu'on te connaît. Donc ça m'inspirait énormément. Et je me suis dit, je dois pouvoir faire quelque chose. Et j'ai regardé tous les investissements que j'avais faits. Et effectivement, moi j'investissais depuis presque 10 ans. J'avais des crédits qui étaient quasiment remboursés. Et en fait, je me suis dit, rien qu'en réorganisant ma dette, donc je suis allé voir mes banquiers, et j'ai regardé tous les crédits que j'avais. À l'époque, en plus, c'était une époque bénie, on avait des crédits à 1%. J'ai renégocié toute ma dette, une partie sur 15 ans, une partie sur 20 ans. Et tout de suite, j'ai généré un excédent de trésorerie énorme de quasiment 2500 € par mois. Et à côté, j'investissais en bourse. Pareil, depuis 2008, j'ai toujours aimé ça. J'avais aussi un petit peu de revenus de la bourse avec mes ETF, avec mes dividendes. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai remplacé mon salaire, quoi. En quelques mois, je générais à peu près 4000 € de cash flow de ce que j'avais fait. Et là, je me suis dit, il faut que je me tire. Et à ce moment-là, tu pouvais, du coup? Je pouvais. Après, le deuxième chose, c'est que je travaillais en famille. Donc là, tu peux pas te barrer comme ça. Ouais.
Moi, Et puis, tu avais, j'imagine, toujours un peu cette pression de te dire, il y a tous ces gens qui dépendent de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., qu'est-ce qu'ils vont devenir. Exactement. Comment tu t'en es sorti de tout ça? Ça a été extrêmement difficile, tu vois. C'est des trucs dont je parle pas souvent. C'est une période qui a été dure. Déjà parce que je travaillais en famille, donc on a essayé de vendre l'entreprise pendant des années, à partir de 2016 jusqu'en 2018. Moi, je voulais absolument rembourser cette dette, donc j'ai remboursé la dette à la banque en 2017. La société nous appartenait et on n'arrivait pas à vendre, on n'arrivait pas. Donc je remplaçais plus les départs en retraite, tu vois, pour faire diminuer cette entreprise au maximum. Et je suis parti fin 2018. Où je l'ai laissé à mes associés, en fait. Je leur ai dit, on n'y arrive pas, ça fait 2 ans, la vie passe trop vite, et c'est eux qui ont repris derrière moi l'entreprise. Mais ça a été dur parce que mes gars, quand je suis parti, beaucoup de mes gars l'ont vraiment vécu comme une trahison. Alors j'avais donné presque 12 ans de ma vie, c'est très difficile, ces moments-là, parce que c'est presque une famille, après que tu abandonnes tes gars aussi, quoi. Donc c'est pas facile. Ça n'a pas été simple. Et tu as réussi à surmonter ça ? Oui, très vite en fait, parce que dès que je me suis retrouvé libre, j'étais vraiment très fatigué d'avoir porté tout ça pendant ces années-là. J'ai pris 1 mois de vacances, tu vois, je suis parti le 21 décembre et c'est rigolo, mais on est le 20. Ça fera presque 5 ans, ça fera 5 ans demain, tu vois, que je suis parti. Et j'ai pris 1 mois, tout le mois de janvier pour me reposer. Et puis surtout, j'avais toujours eu la tête dans le guidon depuis 12 ans. Mais pour voir qu'est-ce que je veux faire en fait. Comment je veux vivre ma vie maintenant. Parce que 4 000 € de cash flow, c'est super chouette. Mais j'avais 36 ans. Tu t'arrêtes pas à 36 ans comme ça en disant je vais attendre ce qui se passe. Et comme j'ai beaucoup fait d'immobilier et c'est une passion chez moi, j'ai voulu continuer là-dedans. Donc j'ai créé au départ une société d'investissement foncier, de marchand de biens, dans les terrains. Donc j'achetais des terrains, je divisais, je revendais en parcelles. Et ça a tout de suite très bien marché parce qu'on a créé la société le 2 février. Et au mois d'avril, on avait déjà pratiquement 5 opérations dans les tuyaux d'immobilier. Et je fais ça depuis 5 ans. J'ai toujours continué ça parce que j'adore ça. Et ça te prend... c'est moins consommateur de temps, d'énergie et de mental que le boulot que tu faisais avant. Ah oui, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Ça reste quand même... On reste quand même dans des opérations physiques qui, moi, me semblent assez complexes, tu vois. Alors, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, parce que moi, j'ai une vraie passion pour l'immobilier. C'est quelque chose que j'adore. Quand je suis venu chez toi, tu vois, à Paris, moi, j'ai toujours les yeux en l'air. L'architecture, c'est des choses qui me touchent, qui me portent. J'y attache beaucoup d'importance. Et puis le foncier, je disais, je suis un campagnard. Mes grands-parents avant étaient paysans avant d'être dans les travaux publics. Donc, j'ai toujours eu cette notion de la terre, du terrain. Donc, j'aime déjà beaucoup ça. Après, par rapport à ma vie d'avant, c'est sans commune mesure, si tu veux. Avec mon associé, on se voit 4 après-midi par semaine. Donc, je suis passé de semaines de 70 heures à 4 après-midi pour gérer ça. Et en vrai, quand il y a besoin, si tu veux, parce que la plupart du temps, je peux le gérer de mon téléphone. Il faut avoir des connaissances dans l'immobilier. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des choses qui s'improvisent. Mais c'est un métier où, en tout cas, du moment que tu as trouvé une affaire, plus tu as d'argent, plus tu peux lever de gros capitaux, plus tu peux faire de grosses affaires. Donc avec une seule affaire, tu peux gagner 50, 100 000, 150 000 euros. Et j'ai l'impression aussi que peut-être par rapport au métier que tu faisais avant, c'est vraiment un métier que tu as choisi, un métier passion, un métier qui est parti d'un intérêt que tu avais et pas d'une sorte de fatalisme de mon père faisait ça donc je vais faire ça, quoi. Ah mais complètement. Je suis passé d'une ère de je fais des choix par peur, tu vois, peur d'entreprendre seul. Moi j'ai toujours vu ma famille faire. Peur quoi. Peur d'emprunter, peur de tout, à des métiers par envie. Aujourd'hui, je raisonne plus par peur, je raisonne par envie. Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Est-ce que ce projet me fait vibrer ? Est-ce que ça me fait kiffer ? Et on parlait de liberté, tu vois. La liberté, pour moi, c'est pas ne rien faire de ses journées, tu vois, ou même n'avoir aucun rendez-vous dans son calendrier. C'est pas forcément ça, tu vois. La liberté, ça peut être simplement de faire des choses qu'on a choisies, des choses qu'on a envie, qui partent de nos désirs, de nos compétences, plutôt que des choses un peu par défaut, quoi. Et donc, même si ça reste beaucoup de travail, on est beaucoup plus libre quand on fait quelque chose qu'on a choisi. Mais c'est sûr, et puis, je le dis toujours, j'ai jamais l'impression de travailler aujourd'hui.
Alors, je te dis pas, tu vois, avant-hier, on était encore en visite immobilière. J'ai des vendeurs malhonnêtes qui m'ont menti sur quelque chose. Donc, je suis sorti d'un compromis. Dans ces moments-là, bien sûr qu'il faut être lucide, avoir les yeux en face des trous et prendre les bonnes décisions. Mais sinon, la plupart du temps, quand je visite, quand je vais chez le notaire, j'ai jamais l'impression de travailler. Moi, j'ai l'impression de jouer, tu vois, grandeur nature. Donc, c'est un plaisir. Et aussi, tu peux t'organiser quand même vraiment comme tu veux avec ce métier-là. J'ai pas de secrétaire, j'ai juste un associé, c'est mon cousin et on n'est pas obligé de se voir. Cette année, on a pris des bureaux, tu vois, pour de vrai, on a pris des jolis bureaux parce qu'on avait envie d'avoir un lieu pour nous, pour se retrouver, pour échanger. Mais c'est vraiment plus un kiff qu'une nécessité, tu vois. Et tu me disais dans la dernière interview que tu avais une vingtaine d'appartements. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu les as toujours? Ouais, alors ça continue. Aujourd'hui, je dois être à 16 ou 17 lots. Et j'en ai encore dans les tuyaux, donc je tourne toujours autour de la vingtaine. Souvent, je revends. Tu vois, au bout de 7-8 ans, moi, je revends, j'encaisse mes plus-values et je réinvestis derrière. Ça me permet d'avoir un parc locatif qui a toujours 7-8 ans. Et ça, c'est chouette parce que, tu vois, quand je vois ce que certains louent, moi, j'aurais honte. Et aujourd'hui, moi, mon parc locatif, je peux l'ouvrir à tout le monde. Je suis fier de tous mes biens parce que c'est des choses récentes, c'est des choses de qualité avec des beaux matériaux. Où moi-même je pourrais habiter, c'est ce que je dis souvent, je pourrais habiter dans chacun de mes biens. Mais c'est comme un peu un bonsaï, tu vois, ton patrimoine. Ouais. Des fois, il faut faire des petits travaux. Des fois, il faut couper une branche, donc il faut revendre. Des fois, en replanter un petit peu. Tu l'entretiens après. Voilà. Alors, à cette époque-là, donc tu dis que tu suis mes vidéos. J'imagine que tu penses aussi à créer un business digital, créer un business en ligne. Tu lances un podcast. Vas-y, raconte-moi un petit peu de cette aventure. J'ai toujours adoré le podcasting au départ. Tu vois, la partie vidéo, c'était même moins mon truc. Je voulais faire du podcast. Donc j'écoutais les tiens, j'écoutais des podcasts de mon pote Rudy Koya aussi, qui est entrepreneur, qui est aussi dans le domaine de la muscu. Mais ça me portait vraiment. Je trouvais ce média super bien. Et déjà en 2016, je me rappelle que je m'entraînais. Je passais des fois des week-ends tout seul dans ma maison du Sud. Je prenais mon téléphone et je m'entraînais dans ma cuisine à parler tout seul pendant 20 minutes pour voir si j'étais capable de le faire. Puis au début, c'était nul. Et après, je l'ai envoyé à 2 copains à moi qui sont très objectifs et qui n'ont pas peur de me dire les choses, qui m'ont dit franchement, t'es pas assez naturel, fais comme quand tu nous envoies des audios et tout. Donc je me suis mis en tête que je parlais à mes potes et j'ai trouvé un ton qui était sympa. Je me disais, mais je suis sûr que j'ai un truc à faire là-dedans. Et puis, tu vois, en 2018, j'ai lâché mon boulot. 2019, on a créé la nouvelle boîte. On a trouvé rapidement ces opérations-là. Et le banquier nous a dit, les gars, vous êtes bien gentils, mais c'est super ce que vous avez fait là, mais finissez déjà ça, et après, je vous refinancerai. En fait, quelque part, il me mettait un peu un coup d'arrêt sur mes premières OP. Et moi, il me fallait un os à ronger, tu vois, quelque chose à faire. Et c'est là où est ressorti le podcasting. Et je me suis dit, mais c'est le moment ou jamais, en fait. Tes opérations immobilières, elles sont lancées. Tu as ta liberté financière, il n'y a plus rien qui s'oppose, donc tu peux y aller. C'est intéressant parce que tu t'es pas dit je vais créer mon business en ligne pour être libre financièrement. Tu t'es dit je vais être libre financièrement. Une fois que je le serai, je pourrai créer mon business en ligne. Ouais, parce que c'est marrant que ça se soit fait comme ça, mais tu sais, quand tu viens d'une famille comme moi où il y a beaucoup d'amour dans ma famille, mais quand tu lâches une entreprise de travaux publics, on t'attend quand même un peu au tournant d'une certaine façon. Je me dis, tu as des grandes idées pour la suite, tu veux faire marchand de biens, fais-nous voir quand même, quoi. Même si c'est avec beaucoup de bienveillance, mais il y a cette attente. Et je me suis dit, si je lâchais tout pour faire ça, j'avais aussi peur que ça ne fonctionne pas, tu vois. Et je pense que c'est aussi une des raisons du succès, toute proportion gardée, mais d'une vie de liberté, des gentlemen investisseurs, aujourd'hui de nouveau départ, de toutes ces chaînes que j'ai lancées. C'est que je les ai fait vraiment par amour, tu vois. Au début, je m'en foutais, j'avais presque rien, j'avais rien à vendre en fait. Je l'ai vraiment fait pour l'amour, pour transmettre. Et donc ça a commencé par une vie de liberté, par du dev perso. Et si entre-temps on a écrit un livre sur vraiment un ouvrage technique sur les lotissements, sur la division foncière, tu vois, sur le marchand de biens. Et je me suis dit, tiens, d'avoir le podcast, ça me permettra d'en vendre aussi un peu. Tiens, j'en parlerai. Si j'ai des gens qui me suivent pour l'immobilier, au moins ils m'achèteront quelques bouquins. Mais j'ai tout de suite démarré avec du développement personnel parce que j'ai quand même surmonté pas mal d'épreuves justement pour avancer, tu vois, une séparation, de burn-out, quitter un cocon familial un peu prenant, tu vois. Je me suis dit, je peux peut-être aider des gens qui sont dans la même
configuration que moi ou qui ont envie de quitter leur job ou qui cherchent une solution pour avoir une vie plus libre. Et je me suis mis à partager là-dessus. Et en fait, très rapidement, ça a pris. J'ai fait ça pendant 6 ou 7 mois. Et ensuite, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, aujourd'hui Yann, sur Internet, avec Instagram, où je me suis dit, j'ai pas envie de parler d'investissement tout seul. Moi, je préfère parler de dev perso quand je suis solo. Mais il faut que je me trouve un acolyte pour parler de finances, d'investissement. Ouais. Et là, j'ai rencontré Yann et on a eu une sorte de bromance, tu vois. On est très vite devenus amis. Et on a créé les Gentlemen Investisseurs. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que ça dure, plus de 4 ans maintenant, où on fait des podcasts sur Internet de vraiment investissement. Et puis, très récemment, il y a 6 mois, avec un autre pote que j'ai rencontré au CrossFit, qui était mon coach en PNL, Fabien, j'ai créé Nouveau Départ, un nouveau podcast aussi, qui est vraiment axé développement personnel pour le coup. Et PNL, et on aide vraiment beaucoup de gens aujourd'hui avec ce podcast. J'en suis vraiment ravi. C'est une belle aventure, tout ça. C'est fou. Tu me disais avant de venir qu'aujourd'hui, tu étais autour de 40 000 de chiffre d'affaires par mois. Ouais. La dernière fois qu'on s'était vu, tu étais à 2 000. Tu commençais à peine à générer des revenus, de quoi vivre avec. Qu'est-ce qui a changé et aujourd'hui, comment tu gagnes de l'argent concrètement ? Ce qui a changé, je pense, alors pour parler concrètement, c'est la peur de vendre. J'avais très peur de vendre, de passer pour un peu un marchand de tapis, tu vois, ou de forcer. Moi, c'était vraiment, je fais mon contenu. Si ça vous plaît, il y a un lien dans la description. Vous savez que c'est là. Et si ça vous tente, passez à l'action. Il y a des fois, je me dis, j'ai pas trop changé là-dessus. J'ai encore du mal à mettre en avant mes produits, à en faire la publicité. Mais il y a quand même ça, où je me suis dit, à un moment, tu vois, les gens nous demandaient des produits. Donc c'est quoi, tu t'es mis à créer plus de formations, à faire plus d'offres, plus de promos, ce genre de choses ? Ouais, il y a vraiment 2 axes. Il y a la partie formation en ligne, où je me suis mis à proposer plus de formations. C'est les gens qui nous les réclamaient. Tu vois, rapidement, j'ai fait une formation sur la division foncière, très technique, très nichée, qui a bien marché. Mais les gens m'ont dit, tu parles tout le temps de bourse, comment tu fais concrètement ? J'ai dit, écoutez ce podcast. Non, mais ton podcast, il est super. Je veux une méthode. Aide-moi, tonton. Donc, j'ai tourné la première formation sur la bourse qui a vraiment hyper bien marché. Ensuite, les gens m'ont demandé ma gestion des finances personnelles. Donc, on a tourné celle-ci. Et en fait, chaque fois que j'avais une avancée dans mon boulot, un truc que je voyais dans le marchand de biens, je me disais, mais il faut que j'en fasse partager. Il faut que je le fasse partager à la communauté. Et je créais le produit. Et à chaque fois, ça a bien marché. C'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens ont peur de lancer leur formation, ont peur de vendre, ont peur d'être vu comme un commercial. Et en fait, ça part, je pense, d'une fausse idée de ce qu'est une formation. C'est-à-dire qu'on on le voit de notre point de vue de formateur qui dit « je vais créer un produit pour gagner de l'argent ». En fait, ce que tu fais réellement, si tu le fais bien, c'est que tu crées un produit pour répondre à une demande. Bien sûr. Pour aider les gens qui te l'ont réclamé. Et toi, les gens te réclamaient le produit. Ah oui. Donc en fait, le fait de gagner de l'argent, c'est pas le but de ça de base, c'est la conséquence finalement. Ouais. Et quand tu vois les choses comme ça, en fait, tu crées plus des produits en disant bon, faut que je fasse rentrer de l'argent, quel produit je peux lancer, mais tu crées des produits en disant bon, c'est quoi la prochaine étape pour mon audience, pour mes clients, de quoi est-ce qu'ils ont besoin maintenant et comment est-ce que je peux créer quelque chose qui va répondre à cette demande. Et en fait, si tu fais ça, le résultat, c'est que tu vas gagner encore plus d'argent parce que tu vas être juste par rapport aux besoins de ton audience plutôt que si tu pars de toi en te disant comment je fais pour en faire rentrer, quoi. Mais t'as complètement raison parce que j'avais vraiment ça au départ où je me disais c'est trop beau pour être vrai. Quand des créateurs de contenu disaient ça, ils me disaient en fait fais les trucs par envie, fais les trucs pour aider ta communauté et tu verras l'argent va arriver. Moi quand tu regardes, j'avais déjà mon cash flow d'avant. Plus quand je me suis lancé dans le marchand de biens, j'ai très bien gagné ma vie. On a fait des années exceptionnelles où on faisait quasiment 400 000 € de résultats. On a fait ça pendant 3 ans et on est 2. Donc si tu veux, ça marchait super bien. Et je faisais pas les formations ni tout le contenu YouTube. Et d'ailleurs, tu t'animes pas une chaîne YouTube comme ça juste pour l'argent. C'est pas possible. Faut être passionné pour créer du contenu, pour faire des vidéos. Et en fait, je l'ai fait au départ pour aider la communauté avec vraiment l'objectif d'aider, si bien que tu vois, des fois, j'avais fini mon produit, je savais même pas quel prix mettre dessus. Je disais mais combien je vends ça ? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer ? Je me rends pas compte. Et la première formation sur la bourse, tu vois, je l'avais vendue à 79 €. Et le premier week-end, j'en ai vendu 100 dans le week-end. Je me suis dit, waouh, ça me paraissait complètement fou. Et derrière, aujourd'hui, c'est une formation, c'est toujours la même, qui est vendue 139 €.
je veux aussi que ce soit accessible pour ma communauté, tu vois. Je veux pas des produits qui soient non plus trop chers. Je veux que tout le monde puisse se les offrir. Mais du coup, j'ai l'impression que oui, moins tu cherches à gagner, plus tu cherches à apporter de la valeur. Et la conséquence, c'est qu'en fait, plus tu gagnes finalement. Et tu vois, donc on a monétisé comme ça. Et ensuite, les gens ont vraiment eu envie de nous rencontrer. Et moi, je sais que j'avais commencé un de mes chemins dans ce monde de l'indépendance financière par des voyages qui sont organisés par un de mes potes qui s'appelle Alex, qui a un groupe Facebook IMO, le plus gros groupe Facebook IMO de France, qui s'appelle le Club des Rentiers. Ça ne s'invente pas. Et je suis parti en voyage avec lui. Il organisait des voyages d'investisseurs. Et j'ai trouvé ça fantastique de partir en voyage une semaine avec des investisseurs. Et en fait, rapidement, dès que j'ai rencontré Yann, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse ça. Et comme moi, j'adore le sport, on les a tournés autour du sport. Donc, tu vois, maintenant, chaque année, j'organise un voyage moto en France ou à l'étranger. J'organise un séminaire autour du MMA. Donc, tu vois, vraiment combat et investissement. Un autour du karting et un autour du surf. Et on a fait du wakeboard, on a fait plein. Donc, j'organise ces 4 événements. Et on a continué comme ça. Avec les gentlemen aussi, j'avais fait un peu mon tour de France. Tu vois, j'allais 2 jours par mois chez un couple d'investisseurs ou un investisseur pour l'aider sur ses finances perso. On avait appelé ça « J'irai investir chez vous ». Et ça a hyper bien marché. On a fait 24 épisodes, donc pendant 2 ans. J'ai arpenté la France. Et à un moment, je me suis dit, c'est fantastique comme aventure humaine, mais je suis allé à Berck-sur-Mer chez Claudine. C'était fantastique, Claudine, si tu me regardes. Mais Berck-sur-Mer, c'est une aventure quand même. Le coaching de 2 jours se transforme en 4. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse comme Céline Dion. Maintenant, on va faire résidence, tu sais, alors pas à Las Vegas, mais on a fait résidence chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est les coachés qui viennent. Et donc aujourd'hui, tous les 4 mois, j'ai 16 coachés qui viennent et on les coach. Donc je me suis staffé depuis. Il y a toujours Yann qui est avec moi, plus Benjamin, mon associé, et Fabien, mon collègue sur Nouveau Départ. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça dans la première interview. Tu t'en rappelles ? Et je t'avais dit, il faut que tu le documentes, il faut que tu le filmes, ça va être intéressant. Est-ce que tu l'as fait ? Je l'ai filmé et ça a été sur la chaîne YouTube des Gentlemen Investisseurs tous les mois. Génial. C'est grâce à toi, Antoine. Ça. Il faut que je te le dise. Oui, tu as raison, bien sûr. Il faut rendre à César. Tu avais des bons retours là-dessus ? On a eu des excellents retours. J'ai jamais fait la promotion. Pour te dire, aujourd'hui, toute ma croissance est organique. J'ai jamais payé une publicité, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur rien du tout. C'est que en parlant dans le podcast où des investisseurs nous ont écoutés, on dit mais ces 2 mecs-là, ils ont l'air pas mal, je vais les faire venir chez moi. Et il n'y a jamais eu une page de vente. Ça a toujours été, ils envoient un mail, on fait une visio et ensuite un lien de paiement. Mais c'est très puissant en fait parce que ça fait des témoignages auxquels les gens peuvent s'identifier. Bien sûr. Moi, je me souviens quand j'avais fait mon tour de France d'entrepreneur, j'étais parti 1 mois. Pour interviewer un maximum d'entrepreneurs de mon audience. Je publiais des trucs dans la foulée sur YouTube. Tous les jours, je prenais la voiture, j'ai un autre endroit pour interviewer quelqu'un d'autre. Et en fait, ce mois-ci, c'était un mois d'août. Et je me souviens particulièrement parce que le mois d'août, généralement, c'est mon pire mois. Voilà, les gens, ils sont pas dans une optique très business, ils sont en vacances et tout. Donc c'est mon pire mois en termes de vente. Et j'avais fait mon meilleur mois de l'année. J'avais fait plus de 100 000 euros, c'était en 2020. Sur le mois d'août, et en fait j'avais même pas fait particulièrement de gros lancements, j'avais même pas lancé une formation qui avait cartonné et tout, j'avais fait une promo sur tout le catalogue, mais en fait juste le fait de montrer tous ces exemples de vrais gens qui arrivaient vraiment, d'un coup les gens ils pouvaient s'identifier à ça en fait, et j'avais pas du tout fait pour ça, mais c'était une sorte de résultat imprévu de cette expérimentation-là, et c'est pour ça que quand on fait ce genre de choses, il faut le filmer parce qu'en fait ça intéresse, on a l'impression que ça va pas forcément intéresser les gens, mais en fait si, parce que c'est du concret, c'est du vrai. Mais complètement. Et tu sais, sur Une vie de liberté, sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast, j'ai beaucoup reçu des gens que j'ai rencontrés en voyage, des anciens coachés, et parfois c'est mes épisodes qui font même le plus de vues, alors que la personne a même souvent pas de communauté. Parce que c'est tellement inspirant pour les gens de montrer des gens du quotidien et qui arrivent à vivre de leur passion, à exploser, que c'est passionnant et ça aide énormément. Mais tu vois, on a continué avec ces voyages et ça a bien marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je te parle de 40 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 40 000 euros de marge, qu'on s'entende. Parce que j'allais te demander justement quel est le bénéfice derrière tout ça, s'il y a beaucoup de coûts, etc. Parce que c'est vrai que je regrette un peu, tu vois, dans beaucoup d'interviews d'avoir mis en avant le chiffre d'affaires parce que forcément, les gens, ils sont là avec leur salaire et ils voient quelqu'un qui fait 40 000 euros par mois, ils se disent « Waouh, c'est beaucoup plus que mon salaire ». Mais c'est pas un salaire. Non. Et c'est important aussi de le rappeler parce que y a une réalité entrepreneuriale et derrière, il y a des gens qui ont des gros chiffres d'affaires mais qui ont quand même des difficultés, etc. Et donc, voilà.
Ouais, bah, tu vois, aujourd'hui, on doit être à peu près à 33% de charge, si tu veux. Donc, sur 40 000 euros, il y a peut-être entre 12 et 15 000 euros qui sont des charges, forcément, parce que tu vois, on loue des maisons, il y a pas mal de locations. Et après, sur les 25 000 euros, pour une grosse partie, on est quand même 4 dessus. Parce que j'ai Yann sur les Gentlemen, j'ai Fabien sur Nouveau Départ, et mon associé c'est son truc. Les réseaux, c'est pas son truc, mais par contre, il est présent sur toutes les formations. Il est avec moi derrière la caméra. Donc, on est peut-être à peu près sur 25 000 euros pour la marge, mais répartie entre 4 personnes. Donc, c'est super, mais tu vois, c'est pas 40 000 euros de marge tout seul par mois, qu'on soit clair. Bon, en tout cas, c'est top. Aujourd'hui, c'est quoi si tu devais... Souvent, il y a une sorte de loi de Pareto qui s'applique aux revenus. Souvent, la plus grosse partie des revenus viennent d'un petit segment de notre activité. C'est quoi pour toi le segment de ton activité qui génère le plus de revenus, qui est le plus important aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a quelques années, je t'aurais dit que c'était vraiment les formations en ligne. Moi, aujourd'hui, là-dessus, je suis un petit peu plus mitigé. Je ne sais pas si c'est l'arrivée de ChatGPT ou si c'est qu'il faut sans cesse produire de la nouveauté, mais j'ai l'impression que les gens ont vraiment besoin d'humains. Et je l'ai retrouvé là-dessus. On a 2 sources de revenus qui sont chouettes. Il y a le Patreon aujourd'hui. Sur les Gentlemen Investisseurs, tu vois, on a longtemps fait donc un épisode par semaine. Et aujourd'hui, on fait 2 épisodes publics par mois et 2 épisodes privés qui sont sur le Patreon pour notre communauté engagée. Et aujourd'hui, on a 500 personnes sur le Patreon. Donc, on arrive à... donc, c'est un abonnement, hein, c'est ça ? Un abonnement, ouais. À combien ? Alors, il était à 7 € et on l'a passé récemment à 12 € en donnant un peu plus de valeur. Aujourd'hui, on anime chacun notre tour avec Yann une masterclass par mois, un soir. Tu vois, pour moi, c'était hier. C'est sur Zoom, les gens s'inscrivent, après c'est rediffusé. Mais on prépare chaque fois un thème, puis après ils peuvent poser leurs questions. Ça montre quand même que tu as une audience qui est super engagée. Parce que tu n'as pas une très grosse audience, tu vois. Sur YouTube, tu fais quoi, à peu près 2000 vues par vidéo ? Oui, j'ai 4000 abonnés, un peu plus de 4000 abonnés. Et c'est pas grand-chose. Et tu as 500 personnes qui prennent un abonnement payant chez toi. C'est-à-dire que quasiment une personne sur 4 dans ton audience régulière te verse l'abonnement. Donc tu as un niveau d'engagement, tu as une petite audience, mais une audience extrêmement qualifiée. Oui, c'est ce que je remarque. Alors, on essaye d'être le plus authentique possible. Je suis quand même très transparent sur ce Patreon, justement, sur nos chiffres, sur nos opérations en cours. Je pense que ce qui fait aussi le sel qui cimente tout ça, c'est que je suis toujours investisseur, je suis toujours marchand de biens, ça fait partie de mon quotidien, passionné d'immobilier, et c'est ça que je partage. Et je pense que les gens viennent aussi chercher ça. Et ce qui est aussi marrant, c'est que j'ai une communauté où j'ai pas que des débutants, j'ai des investisseurs qui sont très très avancés et qui venaient chercher mon expertise et mon aide, alors que c'est des gens qui ont des patrimoines plus développés que le mien. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est toujours la liberté qui te drive le plus, ou est-ce que ça a évolué depuis 3 ans ? Je te dirais que c'est toujours ma valeur fondamentale. Je fais beaucoup de PNL aujourd'hui, et en PNL, la première chose qu'on commence à faire, c'est notre tableau des besoins, tu vois, de quoi j'ai besoin dans la vie pour être heureux. Et si tu réponds pas à tes besoins, tu peux pas être pleinement heureux. Et puis de ce tableau des besoins ressortent nos valeurs fondamentales. Et moi, la liberté, c'est toujours en tête. Ouais. Mais pour moi, tu vois, comme tu le disais, la liberté, ça veut pas dire ne rien faire, glander toute la journée, me lever à n'importe quelle heure. Moi, je me respecte, je suis quelqu'un qui a besoin de cadre, je sais ce que je suis capable de produire, je sais ce que je suis capable d'apporter. Par contre, tu vois, la liberté, pour moi, elle est incroyable dans le sens où j'ai déjà organisé toute mon année 2024. Donc, j'ai déjà toutes mes dates de coaching. J'ai déjà toutes les dates de vacances scolaires. Puis moi, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2. Mais tu vois, on part au Japon au mois d'avril. On va partir, j'ai déjà calé toutes les semaines de vacances. Donc oui, il y a de la discipline là-dedans. C'est pas, je me lève lundi matin, tiens, je pars à Los Angeles cet après-midi. Mais par contre, c'est la liberté d'organiser mon temps et je vais pouvoir faire. Je sais qu'en étant organisé, je vais pouvoir faire plein de choses dans mon année. Mais donc, je te répondrai que aujourd'hui, c'est l'envie de faire des projets, l'envie d'aider qui me drive, mais toujours avec cette notion de liberté. Et les gens qui viennent me voir, je ne suis pas celui qui t'apprendra à faire le plus d'argent. Il y en a d'autres qui y arriveront mieux que moi. Par contre, je suis celui qui t'apprendra peut-être à faire le plus d'argent en respectant le plus ton temps. Ça, je pense que je suis pas mal là-dedans. C'est super important cette notion. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui motivent les gens à gagner de l'argent. Il y a la sécurité. Beaucoup de gens sont drivés par la sécurité et l'argent, ça représente la sécurité pour eux. Il y a le prestige. L'argent, ça peut t'apporter le prestige que tu n'as jamais eu dans ta vie jusque-là.
où il y a la liberté. Ouais. Et c'est important parce que j'ai l'impression que la liberté, c'est pas forcément le truc qui est le plus mis en avant chez les formateurs. Alors que moi, c'était aussi le truc qui me drivait le plus. Et je pense que peut-être ce qu'on partage toi et moi, même si c'est quand même très différent, c'est que tous les deux, on a été extrêmement drivés par la liberté à la suite d'une expérience où on s'en est senti privé. Tu vois, toi, ça a été tes 10 années en tant qu'ingénieur où tu as bossé comme un dingue, où tu devais gérer toutes ces équipes. Moi, ça a été tout simplement ma scolarité, mes études, mes stages, où en fait, j'en pouvais plus de jamais pouvoir faire ce que je voulais et de devoir toujours obéir à des consignes. Et ça a été, pour moi, ça a été un échappatoire, tu vois. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là et c'est important de montrer que l'objectif de gagner de l'argent, c'est pas forcément d'en gagner le plus possible. Ça peut être aussi de le gagner d'une manière intelligente et de le gagner d'une manière de l'utiliser d'une manière qui nous permet d'améliorer notre vie concrètement, d'avoir une vie plus tranquille, d'avoir une vie plus heureuse, d'avoir une vie plus sereine, de faire davantage ce qu'on a envie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi, tu vois, dans mes formations et tout, c'est de proposer, toujours essayer de trouver la méthode la plus simple, toujours essayer de ramener les choses à qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui j'étais tout seul, si j'avais pas d'argent, si je débutais, ce serait quoi la méthode que je choisirais? Et ce serait pas forcément d'avoir toute une équipe de 15 personnes, de monter un empire et tout, non. Ce serait en fait d'aller chercher des systèmes simples, quoi. Mais c'est sûr, tu vois, aujourd'hui, si tu regardes, je suis en train de créer une société pour Nouveau Départ. Je vais en être à 9 sociétés. Et donc, il y a des sociétés dans l'immobilier, mais j'ai toujours pas de secrétaire. Je suis toujours tout seul et je travaille pas 10 heures par jour. Je travaille peut-être, je travaille quand même un peu, mais peut-être 6 heures par jour. Et encore une fois, c'est de chez moi. J'ai pas de patron, c'est pas aliénant. J'ai pas de salarié qui commande chez moi ou qui fait la loi, tu vois. Pour moi, c'est une belle façon d'être libre. C'est une belle façon d'allier l'utile à l'agréable. J'ai eu la chance de faire un métier passion. Et c'est vrai qu'avec la création de contenu, j'ai trouvé cette deuxième passion parce que c'est hyper enrichissant. Tu vois, après ma masterclass d'hier, les gens m'ont dit merci de prendre du temps pour la communauté. En plus, c'est des gens qui payent un abonnement pour le coup. C'est surtout merci à vous parce que si vous ne prenez pas l'abonnement, je ne suis pas là. Mais moi, j'ai passé un aussi bon moment qu'eux en fait. Je prends 1h30, ça ne me coûte pas. Je suis tellement passionné pour aider les gens, tu vois, qu'ils évitent les écueils dans lesquels je suis tombé. Si ça peut aider plus de gens. Et aujourd'hui, maintenant que je le fais dans le côté dev perso, c'est aussi un bonheur pour moi. Tu vois, hier, j'ai encore eu un message de quelqu'un qui me dit je soupçonne ma femme de me tromper, je veux lui mettre un détective privé sur le dos. Qu'est-ce que je dois faire, les gars? On lui a dit faut mieux privilégier une discussion franche, va chercher tes réponses, toujours avec bienveillance, mais plutôt que de rentrer dans ce mécanisme-là, ça t'aidera à préserver ta famille si effectivement c'est avéré et puis que tu veux peut-être arrêter, mais au moins que tu puisses penser à tes enfants. Moi, l'expérience de ma propre séparation, tu vois, m'aide aussi dans ces moments-là, plus tout le bagage PNL que j'ai acquis ces dernières années, et bien sûr avec mon pote Fabien. Mais je me dis, j'arrive à aider des gens dans des moments où pour moi, ça a été aussi difficile, tu vois, pour des moments compliqués. Ça va plus loin que le simple conseil financier, quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux casquettes. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes qui me découvrent, parfois, c'est déroutant parce que je sais que j'ai des gens qui se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est marchand de biens. Il fait de l'accompagnement sur de l'immobilier, sur de la finance perso. Il fait aussi de la PNL maintenant. Mais moi, j'ai besoin de tout ça. Si je fais une seule chose, tu vois, je m'ennuie vite. Et j'ai besoin ça me nourrit d'être stimulé. Et aujourd'hui, de pouvoir aider dans le dev perso, pour moi, c'était vraiment mon game final, tu vois. Parce que, bien sûr que la technique est importante pour faire tout ce qu'on fait. Mais au final, quand on y réfléchit, c'est qu'une histoire de mindset, tu vois. Je prends souvent l'exemple de la bourse. Tu peux apprendre toute la technique que tu veux sur la bourse. Quand à la fin, il faut faire un achat de 2000 € d'actions, c'est aussi du mindset pour certaines personnes, d'appuyer sur le bouton. Et moi, ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait, de changer de vie, de faire tout ça, c'est aussi un état mental où à un moment, je me suis dit, c'est possible, je suis quelqu'un de bien, je le mérite, je ne peux pas sacrifier ma vie à faire quelque chose que je déteste. Et c'est aussi cette petite étincelle que j'ai envie de mettre dans la tête des gens qui veulent croire que c'est possible, de leur montrer que ça l'est, tu vois. Et aujourd'hui, c'est chouette de pouvoir faire ça. Je pense que c'est un bon exemple pour beaucoup de créateurs qui sont intéressés par des sujets multiples. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de s'enfermer dans une niche. Ouais. Moi, c'est mon cas, c'est le cas de plein de gens que je connais.
Et le problème, c'est que souvent, ils essaient de créer du contenu sur un peu tous ces sujets en même temps dès le départ et d'essayer d'attirer du monde. Alors que souvent, ce qui marche le mieux, c'est de partir de la technique. Oui. Par exemple, moi, c'est quoi ? Moi, c'est les techniques de web marketing pour avoir du trafic, pour faire des ventes. Mais les gens qui me suivent savent très bien que mon contenu va beaucoup plus loin que ça, qu'on parle de plein de choses. Ça m'arrive, tu vois, j'ai parlé de vie de couple, j'ai parlé de voyage, j'ai parlé de liberté, j'ai parlé de mental. Et en fait, le point d'entrée, ça reste la technique. Mes publicités, elles parlent pas de voyage ou de couple. Mes publicités, elles parlent bien de OK, c'est quoi le nouveau tunnel de vente qui marche et tout en ce moment. C'est comme ça que les gens rentrent par la petite porte. Et ensuite, une fois qu'ils sont chez toi et qu'ils s'intéressent davantage à ce que tu as à raconter, là, tu peux commencer à ouvrir les vannes et à parler de toutes ces choses qui sont si importantes et les choses qui sont aussi souvent vraiment importantes et qui permettent d'avoir vraiment des résultats derrière, au-delà de la petite technique ou du petit hack, quoi. Mais tu as tout à fait raison. Ça me fait penser à la vidéo dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Parce que je me suis offert une Porsche l'année dernière. C'était un de mes rêves, tu vois. Ouais. Et pour l'acheter, je me suis fait aider d'un ami, Yann, qui m'a aidé à l'acheter à l'étranger pour faire vraiment une super affaire. Donc j'ai déjà réussi à gagner. C'est une voiture que j'ai payée un peu moins de 70 000 €. Mais à faire un coût à l'achat, c'est une voiture aujourd'hui qui cote un peu plus de 80 000. Et aussi, pour le faire, j'ai contre-garanti un placement financier, je l'ai nanti, et la banque m'a prêté de l'argent en contrepartie avec un taux très très faible. Et mon placement financier continue de croître pendant que j'ai ma Porsche que je peux utiliser tous les jours. En une minute parce que j'ai rien compris. Ouais, c'est un peu compliqué. Si tu veux, pour te faire le topo et expliquer bien, j'ai un placement chez Boursorama, une assurance vie aujourd'hui, où à l'époque j'avais 110 000 € dessus. Et chez Boursorama, tu peux nantir ton assurance vie, c'est-à-dire qu'ils la prennent en gage. Si tu ne payes pas ton crédit, si tu ne le rembourses pas, ils gardent ton argent. Okay. Et tu fais un crédit in fine. C'est un crédit que tu vas payer que dans 4 ans. Donc soit tu peux le solder par ton placement financier, tout simplement tu soldes ton crédit, soit tu le soldes par la vente de ta voiture. Et puis après, tu soldes ton crédit. Et du coup, ils m'ont prêté 70 000 € en échange, à un taux très faible, je suis à moins de 1%. Donc j'ai pu acheter la voiture. Donc aujourd'hui, j'ai la voiture, j'ai toujours une ligne de crédit de 70 000 €, mais je ne rembourse pas tous les mois. Je la rembourserai que dans 4 ans. Et j'ai gardé mon placement financier. Je n'ai pas utilisé mon argent pour acheter la voiture. J'ai mis mon argent en gage, mais le placement financier continue de travailler. Et aujourd'hui, cette assurance vie où il y avait 110 000 € dessus, elle est à 130 000. Donc mon placement financier a continué de croître. Et en fait, quand j'ai fait la vidéo pour expliquer ce montage financier que j'ai fait, elle commence comme les vidéos de youtubeurs voitures que j'aime bien, tu vois, Akram ou GMK. Je suis avec mon cousin, on teste la voiture, on l'amène dans les montagnes. Et puis après, au bout d'un moment, je m'assois sur le capot et j'explique comment je l'ai acheté pour faire une bonne affaire, comment, en fait, c'est mon placement financier qui va me payer mon kiff, quoi. Ouais. Et j'ai des clients qui m'ont découvert par cette vidéo. Et c'est aujourd'hui une vidéo qui continue de faire 1000 vues par mois. Et tu vois, là où je me suis respecté parce que j'avais vraiment envie de faire ce genre de vidéo. C'était un kiff pour moi. Je voulais pas me cantonner dans mes investissements financiers. Je voulais vraiment le faire, mais à la fois apporter de la valeur parce que je suis pas une chaîne de divertissement non plus. Et j'ai trouvé ce bon compromis. Il y a plein de gens qui sont tombés sur la vidéo qui se sont dit mais qui est ce mec avec ses cheveux longs là qui essaye sa voiture et qui derrière parle de finance. Et ça fait un bon point d'entrée. Et ensuite ils sont allés voir le reste de mon contenu. Et c'est comme ça qu'ils découvrent la chaîne. C'est super malin, tu vois. Tu as pris finalement un type de vidéo qui marche bien et tu as décidé de l'associer à une manière d'apporter de la valeur que ce toi sais faire en fait. Et au lieu de faire simplement une vidéo, regardez ma voiture, on va faire un test, ça va être marrant, tu ajoutes la partie, maintenant comment vous pouvez aussi acheter une voiture comme ça. Exactement. Et là, ça devient très intéressant. Ouais, je me suis dit, je l'avais vraiment calculé et c'est une vidéo, je savais que ça serait la plus vue de ma chaîne parce qu'aujourd'hui, elle est à plus de 41 ou 42 000 vues. Tu vois, quand ma deuxième vidéo la plus vue, c'est celle sur le métier d'aménageur foncier. C'est quoi le titre de la vidéo j'ai acheté une Porsche, en gros, et sur la vidéo, c'est marqué sur la miniature passif ou pas passif. Est-ce que c'est un passif ou pas un passif ? C'est un passif. C'est un passif. Quoi je te confirme, c'est un passif. Mais parfois, il faut se faire plaisir avec les passifs aussi, tu vois. Il y a un truc, moi j'ai fait une vidéo récemment pour parler des difficultés financières que je rencontre. Ouais. Et il y a des gens qui m'ont dit mais c'est débile de payer un loyer à Paris, machin, alors que tu pourrais avoir une magnifique petite maison en Seine-Saint-Denis qui coûte 10 fois moins cher. Bien sûr, tu vois que c'est une mauvaise décision financière si tes seules lunettes pour voir le monde, c'est de vieillir avec le maximum d'argent possible sur ton compte, tu vois. Mais on est des êtres humains et on a aussi envie d'avoir un lifestyle qui correspond à nos rêves, à nos désirs, à nos rêves d'enfance.
Et donc, le but, c'est pas d'avoir que des actifs dans sa vie. Le but, c'est d'avoir des actifs et des passifs qui nous font vraiment plaisir, tu vois. Ouais. L'erreur, c'est d'avoir des passifs qui nous font pas plaisir. Bien sûr. Mais le but, c'est de bien choisir ces passifs, tu vois. Et moi, l'appart à Paris, en plein centre, à côté de la Seine, c'est un truc qui fait vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas un jour pendant lequel je fais pas une promenade sur les quais et je me dis, putain, c'est extraordinaire et j'adore être ici, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi relativiser en disant, il y a des mauvaises décisions financières objectives qui sont des bonnes décisions de vie parce qu'elles nous apportent une poésie dans la vie, de la beauté, de l'esthétisme, de la valeur qui vaut en fait tout simplement ce coup, quoi. Bien sûr. Moi, tu vois, moi-même, j'ai ma résidence principale aujourd'hui. C'est pas une maison immense, elle fait 115 mètres carrés, tu vois, parce que j'ai pas besoin dans un truc de 200 mètres carrés pour me sentir bien. Puis ma liberté fait partie aussi de ça, tu vois, le ménage et tout le reste. J'ai pas envie que ça m'emprisonne. Mais par contre, pour moi, ce qui était pas négociable, c'est la vue. Et j'ai une très belle vue sur les montagnes, une jolie piscine, une grande baie vitrée, tu vois. Et je veux que depuis mon canapé, j'ai ce tableau en permanence qui change à toutes les saisons. Et c'est tous les matins, je me lève, je prends mon canapé dans mon petit fauteuil et je regarde ce tableau et je me dis, c'est magnifique. Alors bien sûr, je pouvais avoir la maison 300 mètres plus loin, moitié prix, au fond d'un trou avec vue sur le mur du voisin. Ouais, c'est moitié prix. Mais tu sais pourquoi tu payes moitié prix aussi. Ouais. C'est pas très inspirant. Bon, pour terminer, je me souviens que la dernière interview, tu étais sur plein de trucs en même temps. Puis là, tu me dis, tu gères 10 boîtes, machin. T'as ce truc-là, tu vois, cette curiosité, cette envie de lancer des projets, des nouveaux trucs. C'est quoi qu'est-ce qui t'anime en ce moment par rapport à ça ? Sur quoi est-ce que t'es là en ce moment ? En ce moment, je suis vraiment sur, on va dire, une vie de liberté. Ça roule plutôt. Les gentlemen investisseurs aussi, ça roule. Je suis vraiment sur le lancement de Nouveau Départ. Cette société, ce podcast, cette émission de développement personnel est vraiment axée PNL, où on a des gens qui nous demandent même du suivi. Donc, tu vois, c'est en train de devenir quelque chose d'un peu plus gros. On va avoir des coachs certifiés qui vont pouvoir aider les gens, des coachs qu'on a formés parce qu'on veut que ce soit dans nos valeurs. Donc, des gens qu'on connaît physiquement de la vraie vie. On a déjà nos 2 premiers coachs. Donc, je suis là-dessus en ce moment, tu vois, pour vraiment continuer de créer et d'aider. Et je suis sur un nouveau kiff aussi que je vais m'offrir, tu vois, peut-être aussi un gros passif. On est sur nos nouveaux bureaux. Donc, ça, c'est les bureaux de rêve qu'on voulait. Est-ce que tu vois un peu le repère des gentils dans Fast and Furious 5 où ils ont le repère de voitures, ils peuvent mettre les voitures, ils ont leur bureau. Une espèce de garçonnière de 200 mètres carrés où on va avoir nos voitures en bas, une cuisine, un lieu aussi bien entendu où je pourrais organiser mes séminaires, un lieu inspirant, tu vois, dans ce qui nous plaît, où il y a des voitures, de l'espace pour recevoir, un vrai studio de podcast aussi pour moi. Et ça devrait arriver, c'est très long l'immobilier. Hein. Donc, pas avant 18 mois, mais voilà, on a le terrain, on a le permis, on achète au mois de février et on va faire construire derrière. Bien sûr, toujours un projet rentable aussi, parce que je fais une cellule pour moi et 2 cellules pour la location, qui devraient me payer mon investissement. Donc, ça reste de l'investissement, mais investissement plaisir. Donc, c'est tu vois, mon objectif du moment, me faire un beau lieu pour pouvoir aussi accueillir tous les séminaires qu'on fait en ce moment et emmener les gens vraiment chez nous, dans notre univers, continuer de les inspirer, puis de pouvoir les aider pour qu'ils puissent vivre aussi leur liberté. Il y a un retour au physique aussi, hein. Parce que le tout digital, il y a un moment c'est un peu creux, c'est un peu vide, on a envie de rassembler des gens, quoi. Ouais, surtout depuis le Covid, moi j'ai eu vraiment ce déclic. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu vois, je suis monté jusqu'à Paris pour qu'on puisse se voir. Bon, maintenant Paris avec les podcasts, je monte quand même régulièrement, mais déjà j'adore la ville. Alors, je suis toujours content quand j'arrive, je suis toujours content quand je pars en général, mais j'adore la ville. Mais c'est aussi pour ça qu'on le fait en live, parce que faut que ce soit humain. Bien sûr que c'est cool de faire des zooms et que ça nous a aidés, mais il y a un moment, c'est bien de se voir pour de vrai, quoi. Ouais. Bon, et ben, si les gens veulent te découvrir et que tu pouvais mettre qu'un seul lien, ce serait quoi ? Venez sur ma chaîne Une Vie de Liberté sur YouTube ou mon Instagram Une Vie de Liberté, et après vous découvrirez tout le reste. Ok, on mettra ça dans la description. Merci beaucoup Anthony, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi Antoine, c'est toujours un plaisir aussi. Et je te dis peut-être à la prochaine pour la 3e
La 3e version. Allez. Merci à toi. Ciao. Salut. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma mini-formation de 56 minutes comment créer ses propres produits virtuels et les vendre à des milliers d'exemplaires. Tu vas notamment découvrir la liste des produits que tu peux vendre de n'importe où sans avoir à te déplacer, comment construire une audience de gens intéressés par tes produits même si tu pars de zéro, mes meilleures techniques de capture d'email dont l'email péage qui m'a rapporté plus de 20 000 inscrits, la recette d'un produit best-seller et comment savoir si c'est le bon moment pour le lancer, ma méthode de lancement OPL qui m'a rapporté jusqu'à 80 000 € pour un produit créé en une semaine, et puis comment optimiser la machine et générer des revenus récurrents à vie. La formation va aussi t'aider à te mettre sur les rails, à trouver tes premiers clients. Tu l'auras terminé avant ce soir et tu pourras commencer à l'appliquer dès les prochains jours. Pour la télécharger, clique sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve dans la prochaine.